Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour le premier Café sans filtre de 2020. Donc c'est la deuxième année du Pépite, le pôle étudiant pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Pour ce premier Café sans filtre, je vais laisser Sohan animer l'événement. Sohan qui était déjà étudiant entrepreneur l'an dernier et qui poursuit cette année en équipe avec Fleur. Donc voilà, je vous demande d'accueillir Sohan. Et voilà, merci. Et de l'encourager. Voilà, c'est un exercice pas très facile de parler devant autant de personnes. Donc je le laisse prendre les commandes. Merci beaucoup Evelyne. Donc, comme l'a dit Evelyne, je suis étudiant entrepreneur à Pépite. Je m'appelle Sohan et mon projet c'est Cocofu. Cocofu est une société de gamification, c'est-à-dire utiliser les mécanismes du jeu au service de l'entreprise. Voilà. Alors tout de suite, j'aurai l'honneur aujourd'hui de vous présenter ce café sans filtre. Et on va commencer par l'introduction. Donc on va commencer avec un mot de bienvenue par Catherine Riss, directrice Pépite. Ensuite, nous allons avoir un intervenant, Laurent Tonzin, qui nous parlera donc sur mon nom. Le voilà. Donc, il répondra à la question « Mon entreprise et la créativité, est-ce un besoin réel ou une belle histoire pour mon marketing ?» Ensuite, nous passerons à la table ronde où nous aurons 3 intervenants. Joël Casarerou, entrepreneur chez L2K Innovation. Nous aurons Christiane Wanaisi, membre de l'association Femmes Chefs d'entreprise. Et Sylvestre Humepej, entrepreneur chez Ecobot. Et nous terminerons bien sûr par une présentation générale des étudiants Pépites et nous finirons par une conclusion et un petit déjeuner. Voilà. Tout de suite le mot de Catherine Riss. Merci Sohan. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier Café sans filtre édition 2020 qui a eu un peu de décalage dans l'organisation avec ce qui nous est arrivé ces dernières semaines. Finalement, on a pu le faire quand même au mois de juin et je suis contente de vous voir aussi nombreux ce matin. C'est l'occasion de renouer la communauté, qu'on se revoie un petit peu et puis surtout de vous présenter la nouvelle promotion des étudiants entrepreneurs 2020. Ils sont un peu plus nombreux que l'année dernière sur des projets différents, etc. Vous aurez l'occasion de les découvrir, d'échanger avec eux. Dans le format, ça va être plutôt effectivement en amphi sur la première séquence. Et puis ensuite, on se rejoindra autour d'un café croissant où vous pourrez échanger directement avec eux. Et j'espère que, en tout cas pour les entrepreneurs qui sont là, vous pourrez échanger de bons conseils. En tout cas, merci à tous d'être là. Merci aussi à nos partenaires. Alors, il y avait une diapo pour m'aider parce que la liste est très longue et j'ai peur d'en oublier. Donc, on a le Pépite pour vous rappeler un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, est constitué de 4 membres fondateurs que sont la CCI, l'incubateur de la Décale, le vice-rectorat et l'université. Donc ces 4 institutions se sont rassemblées pour créer ce pôle étudiant entrepreneur qui est un dispositif national. Il y en a 35, 36 maintenant peut-être en France et en Outre-mer, qui permet de donner aux étudiants ce statut d'étudiant entrepreneur, c'est-à-dire de pouvoir en même temps continuer leur cursus dans le supérieur, que ce soit à l'université, à la CCI, en BTS, en classe prépa, et en même temps travailler, pouvoir valoriser le travail qu'ils font sur leur projet de création d'activité. Donc ça s'est fait avec évidemment tous les partenaires locaux de l'entrepreneuriat, l'écosystème de l'entrepreneuriat est rassemblé. On a des actions, des ateliers, des animations qui sont faites avec les différents acteurs, avec les entrepreneurs aussi, qui participent à nos jurys de sélection, ce qu'on appelle le jury d'engagement, qui participe également au jury du prix Pépite, puisqu'au courant de l'année, on va décerner un prix Pépite local calédonien et les lauréats, le projet lauréat ou le groupe des lauréats pourra ensuite, je l'espère, d'ici la fin de l'année,
peut-être bénéficier d'un voyage quelque part dans le monde pour être au contact d'entrepreneurs avec des épaules un peu plus larges pour les inspirer. Donc voilà un petit peu, moi je tiens à remercier tous ces partenaires qui sont très précieux et quand on fait effectivement quelque chose, on ne le fait pas seul, surtout en Calédonie, on a la chance d'être dans cette dimension, cette échelle où les contacts sont faciles et on peut faire des projets ensemble au bénéfice de nos jeunes entrepreneurs. Voilà, donc bon café à tous et merci Swan pour cette présentation. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à une question. Mon entreprise et la créativité, est-ce un besoin réel ou une belle histoire pour mon marketing? Je présente donc Laurent Antonzac qui nous parlera de ce sujet. Bonjour. On va enlever ça juste. Super. Ça marche? Vous m'entendez? Ouais, cool. Ok, alors j'essaie de mettre des petits bonjours locaux et voilà. Hello. Alors vite fait, je suis Laurent Antonzac. Ça c'est mon profil LinkedIn. Si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas. Sortez vos téléphones, utilisez vos téléphones durant ma présentation. Je voulais vous présenter avec mon téléphone, mais ça marche pas aujourd'hui, donc tant pis. Alors merci Evelyne pour l'invitation. Je sais pas si c'est un remerciement ou si c'est jamais facile d'être le premier de la série, donc on va voir. Et avant de commencer, en fait, je voudrais rendre hommage à Patrick Cotin. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont connu. Pour les jeunes qui sont à la salle, si vous ne l'avez pas connu, c'est l'ancien directeur de la formation de la CCI. Et malheureusement, il nous a quittés il y a pas longtemps. Et je reviendrai sur Patrick, en fait. C'était un homme d'idées, et justement, on va en reparler tout à l'heure. Alors, pour casser un peu la glace, donc aujourd'hui, la question que je vais aborder, c'est l'entreprise et la créativité. Je vais essayer de vous parler un petit peu du processus de création. Je ne vais pas vraiment vous parler des idées, je ne veux pas casser non plus le suspense de nos intervenants aussi, de leur feedback. Et pour ça, en fait, j'ai prévu de le faire en 3 phases. Une première partie où on va voir eux, et puis la deuxième non, mais, et puis la troisième oui, mais. Vous allez voir, ça va être très simple. Voilà. Alors, première question, on va faire un petit jeu, parce que je vous vois là, il est 7h, il est 8h et quelques. C'est qui ce type? Vous avez 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pas de réponse? Ah ouais, cool. Qui a dit Fleming? Ah dommage, c'était à la fin du timing, mais c'est pas mal. Ouais. Fleming, vous connaissez? Qu'est-ce qu'il a fait Fleming? Là? Pénicilline, exact, ouais. Super. On y reviendra tout à l'heure. D'accord? Allez, deuxième question. C'est qui ce mec-là? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ouais, Einstein. Bravo Théo. Super. T'as gagné un croissant. Je te l'offrirai tout à l'heure. Ok? Donc voilà, vous voyez un petit peu les questions qu'on peut se poser. C'est qui? C'est lequel? Etc. Donc Einstein. Et on en reviendra, on en reparlera tout à l'heure aussi un petit peu. Mais il a quand même dit un truc qui est intéressant et que je voudrais faire valoir aujourd'hui, surtout auprès des jeunes. C'est qu'en fait, son plus grand plaisir, à part le violon, faire de la voile, et puis discuter avec ses copains, et fumer la pipe aussi, c'était un grand fumeur de pipe, c'était quand même de faire des choses qui sont utiles pour ses camarades et ses fellows. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi. Cela, c'est qui? 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh là là. Ok, ça vous dit quelque chose, ça? Allez, pour ceux qui ne savent pas vraiment lire l'anglais, ce sont les fondateurs de Airbnb. Et Brian qui est au milieu ici, je vais en reparler tout à l'heure. D'accord? Eh ben, quelle ambiance, hein? Premier café pépite, pas vraiment. Ah si, il y a un gagnant de croissant. Bravo Théo. Ok, donc game over. On va passer à la deuxième partie. Est-ce que vous êtes sûr de connaître la définition de tous ces mots? Levez la main si vous êtes absolument sûr de pouvoir me donner la définition précise de tous ces mots-là. Ouais, bah oui. Pas précise. Ok, d'accord.
Mais c'est bien ce que tu dis, c'est super bien parce que voilà, en fait, ce que j'aimerais bien aujourd'hui faire valoir quelque part, c'est qu'on utilise ces mots-là justement, idée, création, etc. On pense savoir le sens, mais on n'en est pas vraiment sûr. Alors, je veux pas faire l'académicien barbare là de base avec ma grande barbe, mes lunettes et ma vieille veste pleine de mythes, mais en fait, revenir aux définitions de temps en temps, ça fait du bien. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je vous conseille de regarder un petit peu la notion de idée, puisque c'est le thème aussi, de regarder un petit peu la création, l'imagination. Mais pour vous aider quand même, ou pour vous mettre un petit peu sur la piste ou vous donner envie, j'ai retrouvé une citation d'Einstein que je trouvais intéressante. Vous savez lire, hein, donc je ne vais pas lire mon slide. Mais il y a quelque chose d'intéressant là, déjà. Okay, et pourtant, je vais contredire aussi ce qu'il dit là à un moment donné. D'accord. Alors, pour les plus férus en sciences de gestion ou en management, il y a le manuel d'Oslo de 2018. C'est un document qui est édité par la Commission européenne. Il y a Nesta aussi, qui est en fait comment dire ça, le groupe d'innovation le principal au UK, au Royaume-Uni. Et en fait, ils ont défini ce processus. On a l'imagination au départ, on a une idée, on crée ensuite et on innove. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main et puis vous me faites valoir votre point de vue, bien sûr. En fait, il y a même un type un peu plus loin qui est allé, enfin je ne veux pas vous barber avec des références académiques, mais il y a un type qui s'appelle March, qui a dit en fait quand on crée quelque chose, il y a deux phases. Il y a la phase exploration. On explore, on cherche, donc il y a des idées, on imagine. Et puis il y a la phase exploitation, donc on concrétise un petit peu ces idées. D'accord ? Là, ici, je l'ai mis comme ça un petit peu, mais c'est un petit peu flou. Mais ça se passe à ce niveau-là, au niveau de la création. Selon March, hein, d'accord ? Il a écrit un super article, je vous donnerai les références tout à l'heure. Et en fait, en lisant aussi Amabile, qui est une psychologue, qui s'est longtemps penchée sur la créativité, elle a aussi, et d'autres aussi, il y a une phase quand même où ici, là, vous avez une idée, vous créez votre chaise ici, et à un moment donné, il faut quand même la diffuser, il faut la produire. Donc ça, c'est facile, mais en même temps, il faut l'exporter, il faut la vendre, il faut avoir des franchises, il faut avoir des magasins, etc. Et donc, en fait, tout ça là-dedans, on pense que j'ai eu mon idée ici, c'était vachement bien. Je l'ai concrétisé, je l'ai fabriqué, j'ai contacté des entrepreneurs, j'ai fondé ma boîte. Maintenant, je produis, maintenant, je distribue et c'est fini. Mon idée, c'était bien derrière. Eh ben non. Les idées, c'est partout, tout le temps. Et si vous ne faites pas les idées, vous allez mourir ici, puisque en fait, vous n'allez pas innover, vous n'allez pas, en tout cas, vous n'allez pas vous renouveler. Et quand vous n'allez pas vous renouveler, vous allez mourir à la fin. D'accord ? Donc l'idée, c'est tout le long, c'est tout le processus. Et en fait, la différence vraiment entre une idée, une création et une innovation, selon moi, une idée, c'est quelque chose qu'on a, vous en avez tous là, tout le temps. La création, c'est un peu plus concrétiser son idée, la rendre un peu plus pragmatique, la rendre tangible, d'accord ? Et la grande différence entre une création et puis une innovation, ici, on est dans une économie, une échelle économique. Ici, c'est la distribution, ça veut dire qu'on la commercialise. Et on peut, en fait, la distribuer aussi. D'accord ? Donc, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, qui la concrétisent jamais, ça reste dans leur tête. Il y a des gens qui concrétisent des choses, qui font des petits trucs pour eux, etc., mais qui commercialisent jamais, ça va jamais loin. Du coup, voilà, on ne parle pas d'innovation à ce niveau-là, quelle que soit la découverte. Alors on prend par exemple Fleming, on revient sur Fleming, c'était un chercheur qui à 47 ans quand même a découvert la pénicilline. C'était pas l'histoire fait que, enfin je vous la raconte sommairement. Il est parti en vacances, il rentre, et puis il y avait il a laissé toute la vaisselle, il voit un petit truc et tout d'un coup, il y a un truc là dans la vaisselle, il y a une moisissure qui réagit différemment. Qu'est-ce qui se passe ? Et alors les gens vont dire c'est du hasard. En management, on parle de sérendipité, mais la sérendipité, en fait, c'est pas du hasard, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, d'être toujours attentif, d'être toujours imaginatif, d'être toujours concentré sur des idées et de chercher. Voilà. Ça va ? Oh là là, les têtes que vous faites. Et alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est dans la diffusion, on pense aussi que la distribution, ça se passe ici.
dans le processus. Mais en fait, la distribution d'idées, et chez des gens comme Van Hippel, ça commence aussi à discuter de son idée avec des gens, les confronter. C'est pour ça aussi que je vous ai mis Einstein, c'est pour ça que je vous ai mis Airbnb. Ce sont des gens qui, pendant tout le temps, ils ont eu des idées et tout le temps, ils ont parlé avec des gens. Constamment, ils n'ont jamais caché leur idée, ils n'ont jamais gardé leur idée. Et le meilleur exemple, par exemple, c'est Brian de Airbnb, celui qui était au milieu là. Un jour, il est allé voir son grand-père, il a fait « Oh, j'ai une idée. J'ai créé une entreprise, j'ai acheté 3 lits gonflables, enfin 3 matelas gonflables, je les ai mis dans mon salon, je les ai loués et je me fais de l'argent maintenant. Et maintenant, on va créer une plateforme pour faire ça. » Et son grand-père, vous savez ce qu'il lui a dit? Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit, son grand-père? Pour un deuxième croissant, tout à l'heure. On sent la motivation. Il lui a dit, écoute, c'est comme ça qu'on voyageait dans le temps. C'est comme ça que moi, j'ai passé toute mon enfance, quand j'étais jeune. Et j'allais chez des potes, je dormais sur un tapis par terre, je dormais sur le couch. Voilà, je vois pas l'originalité. Enfin, il n'a pas dit ça, hein. Il a dit, ouais, ok. Il n'y a rien de nouveau. Enfin, en gros, c'est comme ça que... Voilà. Et Brian, il était tout content d'avoir réinventé la roue. Alors, la grande différence entre Brian et son grand-père, c'est que Brian, il a réussi en fait à faire une chose que son grand-père n'avait pas conçue au niveau originalité. C'est que Brian, il a créé une plateforme et du coup, il a connecté des gens qui ne se connaissaient pas. Alors que le grand-père, il allait chez des copains ou chez des copains, chez l'oncle, chez la tante. Il y avait des références dans le temps. Hein. Ouais, tirage chez Babette qui habite là-bas à Poum, parce que c'est en fait la voisine du beau-frère de l'oncle, etc. Et t'inquiète pas, ils te connaissent. Voilà. Donc, Brian, il a juste démocratisé tout ça et il a mis ça en ligne. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes. Hein. Regardez, l'histoire de Airbnb, elle est assez extraordinaire. Hein. Mais voilà, il en a parlé comme ça. Et en parlant, il a compris un petit peu ce qu'il y avait derrière grâce à son grand-père. D'accord ? Donc, quand je vois aussi des jeunes, surtout les jeunes qui disent moi, je ne veux pas parler de mon idée, je vais la cacher, je ne veux pas l'exposer, etc., je pense que c'est une erreur. Et justement, il y a un autre type qui au Japon qui s'appelle Nonaka dans les années 90-2000, qui en fait a synthétisé tout ça en disant là, on se rend compte face à face, on commence à dialoguer, on commence à voir ce qu'on a dans notre tête, le truc tacite, notre connaissance tacite, on commence à la rendre explicite parce qu'on discute avec les gens. Plus on discute, plus on arrive à formuler les choses. Okay, plus on arrive à formaliser les choses, plus du coup ça devient vraiment explicite et concret. Et en plus, on peut peaufiner les concepts. Et du coup, grâce à ça, on peut formaliser. Et du coup, on peut écrire des modes d'emploi, on peut écrire des business plans, etc. Et puis, en fait, là, vous voyez, ce qui compte surtout, c'est la spirale. C'est qu'en fait, c'est toujours une fois qu'on croit qu'on a établi le bon business plan, il faut recommencer au départ, il faut discuter, etc. Alors ça, c'est Nonaka qui, dans les années 2000, parlait de ça. Récemment, dans mes recherches, en fait, j'ai dit que c'est plus la peine de se rencontrer face à face. Enfin, j'aime bien vous voir face à face, mais en gros, maintenant, grâce aux technologies, surtout grâce au mobile, on peut aussi connecter avec des gens autour de la planète, à n'importe quand, n'importe comment, et il y a le même niveau de confiance qui peut se créer. Si ça vous intéresse, lisez mon article, je fais un peu d'autopromo. Voilà. Alors, troisième partie. Ça, c'est super important aussi pour les jeunes, et surtout pour les pépites dans la salle. En fait, on voit le monde... Vous connaissez Nightingale ? C'était un journaliste des années 50, en fait, qui racontait des histoires à la radio. Et en fait, on a tous notre monde dans notre tête. Et notre façon de percevoir le monde, elle est quand même assez spéciale, individuellement parlant. Et du coup, plus on parle avec les gens, plus on peut confronter notre monde intérieur avec ce que eux ils perçoivent et peut-être aligner nos mondes. Donc le dialogue, c'est très important. D'accord ? Et alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai... En toute confidentialité, Evelyne, tu n'étais pas au courant de ça, mais voilà, ce que j'ai vu dans certains projets... Et la créativité, ça commence là déjà dans la formulation de certaines choses. Donc vous voyez la première ligne, mon but, je voudrais, je souhaite. Ensuite, vous avez création d'une, développement d'un. Les formulations sont super importantes, je pense. Donc faites attention quand vous formulez des projets. Est-ce que vous employez un verbe actif? Est-ce que vous employez un verbe passif? Est-ce que vous employez un je? Est-ce que vous dites nous? Dans quelle mesure vous vous impliquez là-dedans? Réfléchissez à tout ça parce que ça fait partie justement de cette phase entre l'idée et la créativité. Et la création, c'est la transformation de quelque chose en un peu plus concret, un peu plus tangible. D'accord ? Et surtout, enfin, là, j'ai des bases anglo-saxonnes parce que les anglo-saxons sont très bons, ils parlent pas beaucoup, ils agissent beaucoup, ils font beaucoup de prototypes, ils sont les premiers sur le marché. C'est comme ça que la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, est devenue anglaise, hein, vous savez.
Les Français étaient les premiers en Nouvelle-Zélande. Les Français, ils ont fait une grosse bouffe, ils ont picolé pas mal dans l'île du Nord. Les Anglais, ils ont dit tiens, bois encore un petit peu. Et puis ils sont allés dans l'île du Sud et puis ils ont planté le drapeau. Et les Français sont arrivés le lendemain matin. Ah, c'est anglais. Donc c'est ça la grande différence qu'il y a entre les Américains, les Anglo-Saxons et les Français, c'est que de fait, ils sont beaucoup plus actifs. Les verbes qu'ils utilisent sont beaucoup plus agressifs. Alors on aime ou on n'aime pas, mais là on parle de business aujourd'hui et c'est quand même assez nécessaire de prendre ça en considération. Donc, vous voyez, quand j'ai un passé composé ou quand il y a une création d'une, voilà, c'est un peu trop... voilà, ça manque un peu de niaque, quelque part. Donc, faites attention à ça. Et alors, mon conseil, vous connaissez la règle des 4C ? Croissant, non, ça vous dit quelque chose? Non, ça vous dit rien du tout, la règle des 4C? Non. Quelqu'un veut se lancer? Non. Alors, je l'ai adapté de la version américaine. Alors, criticalité, créativité, collaboration et communication. En fait, en anglais, c'est critical thinking, d'accord ? Et en fait, ce que j'essaye d'illustrer... Enfin, je suis désolé, je suis un peu sommaire ce matin, je ne veux pas vous barber, je ne veux pas faire rentrer trop dans les détails, donc j'ai un peu simplifié. La criticalité, c'est d'être critique sur quel mot vous utilisez, comment vous l'exprimez, avec qui vous parlez, comment vous choisissez votre réseau. Et surtout, après, la grande différence, c'est entre pouvoir gérer l'incertitude et l'inconnu. Donc, quand on crée une entreprise, dans le cadre de Pépite, c'est vraiment l'inconnu, c'est pas trop l'incertitude. Et on pourra reparler de ça devant quelque chose, si vous voulez, plus tard. Ensuite, dans la créativité, c'est vraiment ça... Quel est votre cadre d'action? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour agir et non pas simplement pour brasser de l'air? Et votre disponibilité aussi d'esprit. À quel moment vous travaillez? Alors, les gens qui disent « moi, j'arrive à mon bureau à 8h, je pars à 17h », quand on crée une entreprise, non, en fait, vous n'avez pas forcément la disponibilité d'esprit. S'il faut travailler un dimanche après-midi, s'il faut travailler un soir à 11h parce que vous avez l'idée, allez-y, quoi. Enfin, vous auto-bloquez pas, justement, faites pas comme Nightingale, voilà. Et puis en plus, après, ici, en management, on parle d'efficience à ce niveau-là aussi. Est-ce qu'il vaut mieux travailler 10 minutes à un moment où vous êtes super performant, ou est-ce qu'il faut travailler 1 heure alors que vous n'êtes pas du tout connecté avec ce que vous faites? Collaboration, j'insiste sur ce mot-là aujourd'hui. Alors là, on parle de user innovation, c'est Von Hippel qui parle de ça, de co-création, donc de créer ensemble. D'open innovation, donc ça veut dire de partager, de mettre tout à disposition des gens. Oui, mais les copyrights, mais trademarks, comment on dit ça en français? Trademarks, IP, intellectual property en français. Les brevets, les droits d'auteur, voilà, tout ça. Je veux pas qu'on pique mon idée. Ben non, si vous faites ça, vous vous chutez dans le pied parce qu'en fait, vous perdez des chances d'avoir des feedbacks et puis vous perdez peut-être des chances d'avoir des gens qui vous disent mais ça existe déjà, comme le grand-père de Brian, mais en même temps, tu peux faire ça et ça et ça. Et puis maintenant, on arrive à un stade, les dernières recherches montrent, c'est CI, c'est le Collective Innovation, donc c'est-à-dire, c'est au-delà de la co-création, c'est comment collectivement on peut créer quelque chose. Par exemple, la boîte française qui fait ça super bien, ce sont des anciens de Decathlon et c'est Carrefour en ce moment qui cartonne au niveau collective innovation, qui utilise beaucoup de gens, de sous-traitants qui font des produits vraiment très très intéressants. Ils sont pas très connus, mais et les premiers français c'était vraiment Decathlon avec Philippe Picot, l'ancien directeur du design, il était vraiment très 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 bien. Et aujourd'hui aussi la communication, donc parler, échanger. Donc, vous connaissez ce terme? J'arrive jamais à le dire, la criticité. Est-ce que c'est français? Oui. J'ai double vérifié, même triple vérifié. Ça vient en fait de la physique nucléaire. Et en fait, c'est de plus en plus utilisé maintenant en innovation. C'est dans quelle mesure vous prédisez, enfin, quel risque vous prenez par rapport aux probabilités que vous avez. Donc en fait, ils ont fait ça surtout en physique nucléaire, c'est de dire on construit une centrale nucléaire ici et il y a 0,0001% de chances qu'elle explose. Donc du coup, ça vaut le coup d'essayer de créer une centrale ici. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je partage mon idée, il y a combien de chances qu'elle soit piquée, que quelqu'un la produise, etc.
honnêtement, aujourd'hui. Et même si ça vous arrive, en fait, dans la mesure où si vous mettez des choses en ligne avec des groupes de gens que vous avez choisis ou que vous connaissez, dans la mesure où c'est vous-même qui avez posté les premières choses en ligne, dans quelle mesure vous avez en fait le patent, le droit déjà, puisque vous étiez les premiers à le poster. Et en Chine, en fait, c'est un signe d'honneur d'être copié. C'est un grand hommage. Et partagez le plus possible l'information, partager les ressources, travailler ensemble. Catherine l'a super bien dit. Vous êtes dans un écosystème qui est assez bienveillant ici en Calédonie. La compétition dans un marché de 280 000 personnes, voilà, faut y repenser peut-être ou la redéfinir. Et peut-être que la compétition, c'est peut-être plus à l'international qu'en interne. Donc à vous de voir un petit peu comment vous voulez vous positionner par rapport à ça. Alors voilà, on arrive vers la fin. Alors bien sûr, il y a toujours la notion de temps. Là, je l'ai gardé en français, en anglais. J'ai pas voulu la traduire, mais je suis sûr que vous comprenez. C'est une question de timing. Il y en a une qui arrive. Toi, je te paye un croissant aussi, c'est bien, c'est merci, tu m'encourages, c'est bien. D'accord. On est tous à ce stade-là, tous. Hein. Je ne veux pas citer de nom, mais on en est tous là. Donc, mon conseil, c'est ça, c'est jamais agréable, d'accord. Donc, essayez d'avoir la zone verte un peu plus là. Gardez la zone rouge, ça fait du bien, mais la zone verte, essayez de l'anticiper. Et la zone rouge, elle correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la disponibilité d'esprit. Des fois, c'est bien de commencer quelque chose, c'est bien de l'oublier et de revenir dessus avec un œil neuf, critique, justement. Le vin, c'est très bien pour ça. On ouvre une bouteille, on décante, et puis il est un petit peu meilleur après. Et alors, pour revenir aussi sur le point que je vous disais, la différence entre les Américains et les Français au niveau culturel en général dans le business, hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont plusieurs analyses qui ont été faites, hein, mais en même temps, je l'ai vécu aussi. Steve Jobs, on ne peut pas le louper dans une présentation comme ça. En fait, il faut fabriquer. Il faut arrêter de dire je réfléchis. Il faut arrêter de dire je fais des business plans, etc. Faites un prototype. Commencez à créer quelque chose. Commencez à faire une première version, même si c'est une version papier. Alors les gens qui me disent ouais, moi je fais une app, il faut absolument que je trouve un développeur pour faire une app. Non, utilisez des bouts de papier. Faites glisser des trucs. Pensez à l'interface. Où est-ce que tu appuies avec ton doigt? Sur quel écran tu travailles? Sur quel système? Voilà. Commencez à voir et puis discuter avec les gens et échanger tout ça. Et les meilleurs gens que je connais, en fait, ils sont tous là. Hein. Ils travaillent avec les moyens du bord. On parle de frugal innovation avec ce qu'ils ont sous la main, mais surtout, ils commencent à créer tout de suite et ils montrent des choses concrètes à voir. Ils ne parlent pas simplement pour le plaisir de parler. Pas comme moi en ce moment. Voilà. Et aussi, donnez-vous des règles. Ça, c'est aussi super important. Ça paraît très bête, mais c'est super efficace. Et ça aussi, c'est aussi un mythe que j'ai du mal à faire passer à mes étudiants. Donc vous, soyez meilleurs que mes étudiants, certains de mes étudiants. Ça, c'est créé, hein, vous savez. Ça s'appelle la poétique. Ça s'appelle en fait faire un dessin, faire un schéma. Mais quand on fait un schéma, on crée déjà. On concrétise ce qu'on a dans la tête. On concrétise un processus. Ça, le faire un petit diagramme comme ça, c'est franchement plus efficace que 4 pages d'écriture. Voilà, d'accord ? Donc là, dans le fait de faire des petites représentations, des schémas, de dire comment ça marche, ça, etc., je fais mes petites formules, c'est déjà créé. C'est déjà utiliser le geste pour pouvoir s'exprimer. Et ça, je pense que c'est important, c'est le message que je vais faire passer aujourd'hui. Alors, voilà. Pour revenir par exemple à Patrick Cotin, c'était un type plein d'idées, mais c'était un type fantastique qui arrivait à concrétiser les idées, d'accord. Et ça, c'est une force que je retiens de lui aussi. Donc, pour lui rendre hommage aujourd'hui, c'est un type qui parlait, mais qui était, on en a parlé là il y a pas longtemps, qui était capable de dire je vais à 3h du matin sur des réseaux, je vais dans un forum, je vais poser des questions, et le lendemain matin à ma réunion de 8h, j'ai l'information qu'il faut parce que je me suis fait pote avec le mec à San Francisco, il m'a raconté son histoire. Et ça s'est passé pendant la nuit sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, ce sont les références que je tenais à partager avec vous. Je vais partager, et ça c'est la présentation. Si vous voulez prendre une photo du QR code ou noter l'adresse, c'est la présentation, mais je la présente. Ouais, il y en a qui le prennent. Ok, cool. Toi, je te mettrai plus 3 points. Plus 4 points là-bas, au fond. Ok. Brigitte, oh là là, je t'offre 2 croissants, Brigitte. Merci de prendre une photo de ma présentation. Merci pour ton soutien. Et le dernier slide, donc pas de questions, merci. Et voilà, je terminerai sur un côté philosophique, voilà.
Merci. D'accord. Merci à tous. Maintenant, après cette présentation, je vais vous demander si certains a des questions. On est là aussi pour échanger et vu qu'une présentation comme ça, il est normal d'avoir des questions. Oui. Allô? Oui, je vais te challenger, Laurent. En fait, c'est un écrivain très célèbre de Californie. Il a écrit les processus d'innovation. En fait, si tu ça vient essentiellement de deux choses. La première, ce qu'on appelle les neurones d'apprentissage. C'est-à-dire quand tu te concentres sur un sujet, tu vas mobiliser la totalité de ton cerveau pour apprendre la chose. Et avec le temps, si tu la maîtrises, tu libères tes neurones d'apprentissage. Et ces neurones-là, ils sont libres pour créer quelque chose. La deuxième théorie, le deuxième point, c'est que les gens qui sont innovateurs, ils connaissent plusieurs domaines. Et une fois qu'ils ont libéré leurs neurones d'apprentissage, ils vont être capables de connecter, faire le lien entre les différents domaines. Et c'est ça qui crée l'innovation. Alors, je vais te challenger. C'est un très grand écrivain de Los Angeles. Et je vais te proposer la prochaine fois qu'on se rencontre, tu me donneras le nom de la personne. Merci beaucoup. Ouais, bien sûr. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Alors après, comme j'ai dit, hein, j'ai simplifié le processus. Et si, après, quelque chose qu'on ne pourra jamais vous apprendre à l'université, c'est d'être curieux. On ne peut pas vous l'apprendre. Ça, c'est une volonté interne, c'est quelque chose à vous. Si vous n'êtes pas curieux, si vous ne vous posez pas des questions, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. On peut vous mettre dans des conditions qui font que... Mais à un moment donné, ça, il faut que ça vienne de vous. C'est votre drive. Hein, d'accord ? Et du coup, en étant curieux, effectivement, on commence à être transversal. Alors, on parle de plus en plus d'interdisciplinarité, et nous, on en est maintenant à du transdisciplinaire avec les gens avec qui je travaille, parce qu'on a des entreprises. Et effectivement, je ne sais pas, par exemple, coder, mais je comprends les mécanismes de code. Voilà. Et effectivement, il faut s'intéresser à plein de choses différentes. Ça s'appelle aussi la culture générale. Une autre question? Pour un deuxième cognac? Commentaire? Non? Ouais. Merci. Alors, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit juste avant. C'est vrai que de s'intéresser à tous les sujets qui nous entourent, c'est super important, notamment pour la phase d'idée et de création, de connaître un peu dans l'environnement qu'on est, pour pouvoir vraiment continuer à avancer et connaître toutes les ressources qui sont à nos dispositions pour enrichir toute notre idée et à la fin de la concrétiser. Merci. Maintenant, nous allons passer donc à la table ronde. Donc, nous allons avoir trois intervenants. Donc, nous aurons Joël Casarero, entrepreneur chez Aldeka Innovation. Nous aurons Christiane Wanesi, membre de l'association Femmes Chefs d'entreprise, et Sylvestre Humepej de chez Ecobot. Merci. Si vous voulez bien venir devant. Donc, ils vont nous parler par rapport à la question, faut-il avoir une idée originale pour monter sa boîte et avoir leurs différents points de vue et aussi, bien sûr, échanger avec eux par rapport à notre expérience. Merci. Très bien. Déjà, bonjour à tous et merci pour l'invitation, Evelyne. Du coup, pour la question, moi, du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Sylvestre Humepej. Donc, bon, vous le voyez peut-être, c'est la première fois que je parle autant devant beaucoup de gens, donc je vais bugger. Enfin, ça va arriver. Et du coup, voilà, moi, je suis entrepreneur chez Ecobot. C'est une entreprise d'entretien des nettoyages de bateaux à flot en marina. Et du coup, bon, on va revenir justement à la question, est-ce qu'il faudrait avoir une idée originale? Oui,
ou non, enfin oui et non du coup. Oui, dans le sens où, enfin, je dirais plutôt non parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de concepts sont développés à travers le monde. Il y a Et l'originalité va se faire justement comment on va amener ce concept-là. On peut très bien, comment dire, pénétrer un marché qui est saturé, mais juste la manière dont on va l'amener, justement, ça va créer l'originalité et c'est comme ça qu'on va créer une demande. Peut-être Christiane. Merci. Je voudrais remercier Catherine et son équipe pour cette invitation ce matin. Rapidement, je voudrais, au nom de femmes chefs d'entreprise, vous remercier. Ce que nous faisons au sein de notre association de femmes chefs d'entreprise, évidemment, nous sommes des femmes et nous sommes aussi entrepreneurs, c'est promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Je salue ma collègue Lydia, qui est aussi membre de Femmes chefs d'entreprise parmi nous ce matin. J'aime beaucoup ce que Laurent a dit sur la curiosité. Ouais, parce que vous êtes voilà, des étudiants, vous êtes de jeunes adultes en devenir. Moi, je travaille beaucoup avec des étudiants. Je travaille presque même tous les jours avec des étudiants, mais beaucoup d'étudiants australiens. Et je suis toujours impressionnée quand je suis face aux étudiants parce que cette curiosité-là, eh bien, nous qui sommes dans des contraintes de chefs d'entreprise, des contraintes de budget, des contraintes de compétitivité, cette curiosité-là, on n'a pas toujours le temps je dirais, de cultiver, d'aller chercher cette curiosité qu'on a toujours au fond de nous, mais il faut travailler. C'est un ingrédient important et c'est ça, ça fait partie de l'ADN de la réussite. Vous êtes dans un parcours de formation et j'espère que Pépite va concrétiser aussi vos rêves. C'est ça l'idée dont parlait Laurent tout à l'heure. Alors, où est Evelyne ? Voilà. Alors, quand j'ai accepté, en fait, je ne connaissais pas le thème. Je l'ai découvert après. Je ne savais pas que c'était ça le thème, mais voilà, c'est toujours un plaisir de participer aux Pépites. J'ai été tutrice l'an dernier de Pépites et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une idée originale et qu'est-ce que c'est être original et qu'est-ce que c'est l'originalité. J'avoue que quand Evelyne m'a dit bon, vous allez intervenir aussi et le thème de la discussion c'est est-ce qu'il faut avoir une idée originale, mais j'espère que vous avez d'abord une idée. Ensuite, si elle est originale, waouh! Mais déjà, vous avez une idée. Si... Enfin, le jury, il aime bien ça. Hein. Je donne un petit tuyau pour les pépites. Le jury, il aime bien quand on a une idée. Donc oui, absolument. Si vous voulez être original, le jury sera certainement attentif parce que on vient de traverser une crise. Il faut de l'originalité. Il faut de l'originalité pour construire, pour innover, pour avancer. Et la base, évidemment, c'est d'avoir sa petite idée et de la partager. Merci. Joël Casarero, donc moi je vais vous raconter un petit peu le parcours que j'ai eu. Donc on a une start-up avec Pierre Kolb et on a été accéléré à l'incubateur à la Décale. Donc on est en phase de développement et ce qui est intéressant à mon avis pour revenir sur les idées que Laurent a émises. Moi au début j'ai fait une longue carrière mais c'était dans la recherche. Donc j'ai travaillé dans un laboratoire au CNRS sur le plateau de Saclay en physique. Moi j'étais en mécanique des fluides, j'ai fait un doctorat en mécanique des fluides. Effectivement on avait des séminaires quasiment toutes les semaines sur des thématiques qui étaient différentes, ce qu'on appelait la fertilisation croisée. Et les idées, elles viennent en fait elles sont pas forcément de vous, elles viennent d'un flottement général. Il y a une idée que vous allez saisir, et après vous allez la mettre en forme. Et là, on le retrouve dans le processus de fabrication d'une entreprise.
Et en fait, on part effectivement d'idées, et là, il faut en avoir, mais pas forcément original. Et après, c'est un processus qui va transformer l'idée, je crois que Laurent l'a bien dit, entre quelque chose qui est une envie, un désir, une réponse à un besoin, une diminution de quelque chose, une diminution d'un coût, par exemple. Vous cherchez à diminuer un coût, vous cherchez à augmenter une production, etc. Et là, vous pouvez mettre en place cette idée et développer le processus. Alors, c'est pas simple. La route n'est jamais linéaire. C'est jamais linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes toujours confronté un petit peu à vous-même, vos limites d'abord vous-même, et vos capacités et vos illusions sur vous. Ça, c'est le premier point. Et pour pouvoir enlever ces illusions sur vous, il faut les confronter aux autres. Donc la discussion, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Alors, souvent, on va vous demander de breveter vos sujets. Le brevet, ça coûte cher. C'est une stratégie qui est... Alors, je ne sais pas si Christophe est là, je ne le vois pas. Non, il n'est pas là. Mais on va vous recommander de breveter des choses. Alors, c'est vrai, hein, nous, on a des brevets. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. C'est pas forcément la meilleure idée. Pourquoi? Parce que, en fait, ça coûte cher, ça prend du temps. De toute manière, vous serez copié quoi qu'il arrive. Et c'est une manière d'exposer vos idées quand c'est très concurrentiel aux adversaires. Donc il y a beaucoup de gens qui ne brevettent pas leurs idées parce qu'en fait, vous ouvrez au champ concurrentiel direct. C'est une opportunité pour les autres pour vous copier. Donc l'arbitrage, savoir s'il faut faire un brevet, déposer un brevet et puis ne pas déposer un brevet. Le brevet, il permet juste de sécuriser quand vous allez passer devant un fonds d'investissement en disant, voilà, il a fait quelque chose et la boîte a une valeur. Ça représente une valeur marchande, le brevet. Mais ça ne représente pas une bonne idée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont des brevets et qui se plantent. Voilà, c'est juste pour aller lever des fonds ou pour valoriser quand vous voulez revendre votre société. Ça, c'est un point. Alors, vous pouvez le faire, bien sûr, mais il faut avoir une stratégie derrière. Mais le mieux, c'est quand même de pouvoir faire naître de son idée, de l'échanger, comme on le fait à l'heure actuelle. Vous allez voir quelqu'un, vous dites, voilà, j'ai cette idée, tu as de l'expérience là-dessus, qu'est-ce que tu proposes? Et surtout, c'est de croiser les domaines différents. Ça, Laurent l'a dit. Je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je vous ai dit que quand j'étais au plateau de Saclay, on avait des sujets sur tout. Tous les sujets avec des chercheurs qui étaient très pointus dans un domaine. Et l'idée, c'était de voir un petit peu comment ils utilisaient certains outils dans leur domaine. Et pour que nous, on puisse aussi avoir des idées sur notre domaine. Et on le retrouve après dans les échanges qu'on peut avoir sur des séminaires, des conférences, etc. C'est l'occasion de pouvoir, et aussi au niveau numérique, hein, aussi au niveau Internet, de pouvoir échanger, de regarder ce que font les gens, comment ils réfléchissent, comment ils abordent un problème. Et là, votre idée, elle peut avoir de la valeur, elle peut vous faire vivre, mais il faut absolument s'investir dedans jusqu'au bout et pas dire de trouver des prétextes. En fait, trouver des prétextes pour lâcher votre idée, vous en aurez beaucoup. Par contre, pour la garder, pour la faire devenir une entreprise, vous n'en aurez pas beaucoup. La deuxième chose aussi qui est très importante à voir, c'est qu'il n'y a pas une solution avec un problème. Vous allez bâtir votre solution et vous allez bâtir surtout votre problème. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne l'exemple de Facebook, il n'y avait pas de marché avant. D'accord ? Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de marché. Donc, il faut aussi construire son marché. Ça veut dire répondre à un besoin, anticiper un besoin. Ça, c'est très, très compliqué. Mais bon, on peut faire venir une idée alors qu'elle n'a ni marché et ni besoin au départ. Mais il y a une intention. Bon, après, il faut être un petit peu peut-être visionnaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non. Tout le monde, ce n'est pas Zuckerberg. Voilà, donc l'idée originale, en fait, c'est un processus. Il n'y a pas d'idée originale. Vous pouvez en avoir une, mais c'est toujours un processus. Si vous allez cueillir l'idée originale, c'est qu'en fait, elle était déjà née quelque part et elle a cheminé et vous êtes allé la prendre. Donc c'est un processus de travail et il faut du travail. Ce que Laurent disait, c'est du travail, du travail, du travail et encore du travail. Voilà. C'est un peu violent, mais voilà. Merci, très enrichissant. Et savoir s'il y a des questions dans la salle, c'est vraiment le maintenant pour poser des questions. Ouais.
Sylvestre, est-ce que tu peux partager avec nous quel était le moment le plus euphorisant dans EcoBoat pour toi? Euphorisant. Ouais. On ne veut pas entendre les douleurs ce matin, on veut juste entendre le moment « Waouh, il y a eu un truc ». Alors en gros, bon, voilà, je vais revenir sur l'entreprise du coup EcoBoat. À la base, c'est une idée d'un de mes potes. Il m'a dit, tu veux pas lancer une boîte? J'ai dit, t'es sûr? Il a dit, vas-y. Et du coup, je l'ai suivi. Et à la base, du coup, nous, on proposait un nettoyage de bateau en marina, du coup. Et à la base, on était avec un robot. Et moi, je lui ai dit, mais comment on fait pour les hélices? Il m'a dit, ah merde, ah oui, c'est vrai. Et du coup, à partir de là, lui, il est parti sur une formation de plongée. Et du coup, moi et lui, on a fait une formation de plongée. Et du coup, en fait, c'est ce qui est bien dans l'esprit d'entrepreneuriat, c'est que c'est très stimulant. À la base, je me voyais pas. Il y a 2 ans de ça, je me voyais pas être plongeur. Aujourd'hui, je plonge et tout. Et le fait de pouvoir, développer ça, et moi, je m'occupe de la communication. C'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert beaucoup d'horizons. Et je crois que c'est ce qui est le plus euphorisant, on va dire, qui permet de, voilà, justement, c'est quelque chose de très stimulant. Oui. Lancez-vous en vrai, si vous avez une bonne idée. Si c'est une bonne chose, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si vous êtes convaincu. Et du coup, je vais rejoindre aussi Joël et aussi Laurent. Faites preuve de beaucoup de persévérance, parce que bon, même moi, mes parents, ils m'ont dit arrête, c'est mort. Mais bon, voilà. Maintenant, je suis content, je suis fier, je suis un peu insolent et tout. Mais, mais bon, voilà, c'est. D'autres questions? Oui, la rencontre. La rencontre déjà entre différentes filières d'activité. Nous représentons une association de femmes entrepreneurs, et dans cette association, il y a toutes les filières d'activité. Donc il y a des parcours très variés. Il y a des personnes qui sont passées par des études, des diplômes, et il y a des personnes autodidactes. Et tout ça, toute cette rencontre fait que l'association entretient son dynamisme. Le moment euphorisant, c'est par exemple l'année dernière. Alors, il y avait du cognac, c'était une soirée, et on était sur un bateau, et on a fait une soirée sur un bateau. Je vous rassure, quand on fait nos réunions mensuelles, on travaille, on fait des propositions, on ne fait que travailler. Et à la fin de l'année, nous nous sommes réunis sur un bateau, on a fait notre petite soirée, et ça a été vraiment un moment fort dans la vie de l'association, parce que chacune était très contente. Bon, bien entendu, c'était avant le Covid, donc on était plus que euphorique, mais le moment euphorisant quand on est entrepreneur, c'est... Pour moi, c'est quand je vais rencontrer un client. J'adore ça. Quand je vais rencontrer une université, quand je vais rencontrer un étudiant, quand je vais rencontrer mon client que je connais déjà ou que je découvre, ça, c'est un moment euphorisant. Quand vous sentez que vous allez servir à un projet, quand vous sentez que vous allez faire partie d'un projet. Ça peut être une commune, une province, une autre société. Ce moment-là, c'est très, très euphorisant aussi, je trouve. Merci. D'accord, oui, un mot. L'euphorie? Sans arrêt. 24 heures sur 24. On est shooté à la... Non, c'est de travailler avec des jeunes. On reçoit des étudiants qui sont calédoniens, mais ils ont suivi des écoles d'ingénieurs, donc ils viennent en stage avec nous. Ça, c'est un réel plaisir. Et puis d'échanger avec les collègues. Donc, on travaille en partenariat avec l'université. On est au-dessus. Hein. Et donc, là-dessus, c'est vraiment toujours quelque chose qui est vraiment satisfaisant. Donc, de passer de l'idée à la réalisation. Donc, on bricole. Hein. On a le FAC Lab. Là, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un le FAC Lab. Vous avez visité un petit peu?
C'est l'atelier de prototypage rapide, donc avec des petites imprimantes électroniques, etc. Il y a des personnes qui sont très compétentes qui peuvent vous accompagner. Donc on fait du prototypage rapide, on fait des essais, et parfois ça marche pas, parfois ça marche. Donc ça, c'est vraiment très très enrichissant. Et puis après, on peut se dire, voilà, c'est le résultat d'un travail coopératif. Et on est heureusement pas forcément tout seul. Ça, c'est ça le fait. C'est faire avec, en fait. Hein. Le plaisir, c'est d'en faire avec. Voilà. Merci. Une question, oui. Bonjour. Déjà, merci pour votre intervention et votre expérience qui nous renforce et nous motive. Donc, ma question, c'est quand on a une famille et des obligations derrière, comment est-ce qu'on peut vaincre la peur en fait de l'échec face à, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de nouveau de se lancer et ça prend beaucoup de temps, l'entrepreneuriat. Et donc, ma question, c'est ça, comment vaincre cette peur d'échouer en fait? Je sais plus. Alors, moi, j'aimerais positiver l'échec. Quand on est entrepreneur, je suis passée par là, on sait que l'échec est quelque part. Il faut traverser cette étape. Je comprends, on a peur parce qu'au début, il y a monter sa boîte, comme on dit. Ah, t'as monté ta boîte? Parce que moi, j'étais fonctionnaire pendant 20 ans. Et puis un jour, j'ai eu une idée et je me suis dit, tiens, cette idée, elle est originale. Je parle couramment anglais. J'ai un bon réseau de personnes sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je vais utiliser mon idée. Et j'ai commencé comme ça. L'échec, c'est une étape dans la vie de l'entrepreneur parce qu'il peut avoir différentes formes. Je comprends, on a peur, mais il faut passer cette étape. Quand on a une famille, c'est pas du tout une contrainte. Bon, c'est sûr que si j'avais 15 petits, je vais pas m'en sortir. Mais quand on a une famille, la famille, elle est là autour de vous et elle vous nourrit. Elle vous nourrit dans le quotidien. Ce sont des personnes qui vont faire attention à gérer un peu de quotidien que vous ne pouvez pas, par exemple, assurer. Bon, de temps en temps, je sors la poubelle, mais des fois, je dis, allez, chacun son tour, on fait un petit planning, faire la vaisselle et tout ça. Bon, j'ai retenu que les hommes, quand ils font la vaisselle, ils trouvent le vaccin contre la pénicilline, c'est ça? Donc, c'est important de faire la vaisselle, c'est pas toujours les femmes. Et la sphère familiale, bon, moi, je suis kanak, je viens de Lifou, et la sphère familiale, ça a été au contraire un véritable tremplin. Ça a été booster. Ma famille m'a énormément soutenue dans mon projet. Soutenue mentalement, soutenue aussi matériellement. Ça, c'est un élément qu'il faut aussi savoir dans votre vie d'entrepreneur, il faut en parler autour de vous, dans la famille, il faut partager, il faut expliquer qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients ce mois-ci. Je ne vais pas m'en sortir, donc il faut m'aider. C'est pour ça que la famille, elle est importante. Si la famille est un poids, il faut aussi essayer de solutionner ça. La peur, quand on se lance, elle ne disparaîtra pas parce qu'on a monté sa boîte. Là, avec le Covid, on a tous peur. On a tous peur. Moi, j'entends avec d'autres collectifs d'entrepreneurs, on parle de l'après. Mais en fait, il y a des filières d'activité qui ont peur de maintenant. Le tourisme, ils ont peur maintenant. Les gens de la culture, ils ont peur de maintenant. Quand on sait se projeter, bah, c'est bien.
Mais cette peur-là, c'est quelque chose que elle peut avoir différentes formes. Hein. Elle peut avoir différentes formes, mais c'est quelque chose qui peut booster votre parcours. Faut savoir la contourner et puis se renforcer à chaque fois, parce qu'il y a des petites étapes dans votre vie de pépite. Et vous êtes pépite, vous êtes à l'échelle de laboratoire. Et quand vous allez être l'entrepreneur, comme ma fille dit, mais quand tu es entrepreneur, ça veut dire que tu as un CDI. J'ai dit, bah oui, mais CDI, c'est moi. C'est moi, c'est mon CDI. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est une victoire. Bon, je le dis parce que je l'ai vécu aussi comme ça. Je me suis retrouvée comme ça, entrepreneur, à aller chercher mon client, à faire ma recherche aussi, comme n'importe quelle société. Et c'est une victoire à chaque fois. Donc, petit à petit, cette peur que tu partages, c'est quelque chose qui disparaît tout doucement. Bon, je ne comptais pas prendre la parole à la base, mais je trouvais que cette question était quand même très intéressante. Parce que voilà, je suis en première année du coup à Pépite en 2020. Enfin, je sais pas du tout encore si ce projet va se développer. Mais par rapport à cette peur, enfin, je trouve que c'était très intéressant sur le fait même d'avoir peur de l'échec. Mais moi, je me suis dit que même si j'ai l'échec, si je vis l'échec, il y aura quand même quelque chose qui va être apporté. C'est du coup, de l'auto-entrepreneuriat. Il va t'apprendre énormément de choses en fait. Tu vas apprendre vraiment, tu auras énormément de bases sur le fait de créer quelque chose. Tu auras un côté de création, par contre, je sais plus qui a parlé. Tu vas vraiment apprendre quelque chose de très important sur le fait de l'échec, et tu as aussi t'as un but, on va dire. Il y a un but sur le côté quand tu fais quelque chose, tu as une envie, t'as envie d'accomplir quelque chose, tu as un peu un côté de réussite. Même si tu sais que tu vas peut-être échouer plus tard, l'expérience que tu auras acquis avec ce que tu as essayé de faire, elle sera pas disparue, tu auras vraiment appris quelque chose de plus. Même moi qui du coup en alternance, j'ai 0 vacances, j'hésitais du coup à suivre mes collègues dans le Pépite. C'est vraiment, je suis allé par curiosité. Je savais que je savais vraiment pas si j'avais du temps consacré. Et du coup, c'est devenu un projet tutoré. Maintenant, j'ai du temps pour. J'ai appris pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de rencontres. Il y a des gens pour m'aider. Il y a de la famille, les amis. Et le fait d'en parler aussi, comme je rejoins tous ceux qui l'ont dit, le fait d'en parler, du coup, c'est très enrichissant, on va dire. Bah voilà, du coup, c'est vraiment pas de la perte. Et même si tu penses que tu peux échouer, tu vas apprendre davantage, quoi. Et du coup, bah, ça permet de mieux te relever. Et on dit souvent que échec sur échec, bah, tu fais des choses meilleures après. Et tu réfléchis, tu vois, tu apprends, quoi. Voilà. Oui, du coup, bah, moi j'aimerais juste rajouter, bah, c'est bien d'avoir peur en fait. Le fait, moi de base, là ce matin, je voulais vraiment pas venir, mais je suis là du coup. Mais le fait d'avoir peur, justement, voilà, pour l'entrepreneuriat, c'est bien pour justement surmonter cette peur et avancer. Et c'est comme ça. Et après, bon, voilà, je vais finir sur une citation de Mandela. C'est je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Merci beaucoup. Alors moi aussi, j'aimerais rajouter quelque chose sur la peur, parce que c'est vraiment quelque chose qui est constant, présent dans l'entrepreneuriat, surtout au début. Et on a peur d'échouer. Et en fait, comme on l'a dit, voilà, la citation, j'allais la faire aussi. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, on n'échoue pas, voilà, comme on dit. Et en fait, c'est que l'échec ne concerne que vous. Donc en fait, si vous passez outre l'échec, il n'y en a pas. Et en fait, c'est bien pour comprendre que l'entrepreneuriat, c'est vous entreprenez quelque chose de grand, peut-être plus grand que vous. Donc il n'y a pas de mal à échouer. Et en fait, vous avez beau échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Si vous réussissez 1 fois, c'est tout ce qui sera retenu. Donc autant y aller et autant échouer autant qu'on veut. Mais si vous réussissez 1 fois, même si vous réussissez pas, c'est pas grave.
car vous aurez le mérite et la fierté d'avoir essayé, d'avoir accompli plein de tentatives et plein de ces choses, et ça, personne ne pourra vous le retenir. Voilà. Merci. C'est tout à fait vrai, et il faut ce qu'on appelle échouer rapidement. C'est-à-dire, c'est ce que disent les anglo-saxons. En fait, il faut prototyper, regarder, voir si vous pouvez le mettre en place, essayer de développer. Si vous n'y arrivez pas dans un temps raisonnable, laissez tomber. Et donc l'échec, on vit dans une société de peur. Hein. Donc rajouter de la peur à la peur, c'est pas vraiment. Il faut savoir que vivre, c'est risqué. Donc entreprendre, c'est risqué aussi. Donc c'est vivre aussi. Donc ça fait partie de la dimension humaine. Il faut savoir maintenant arbitrer, mettre le curseur là où vous pouvez. Mais c'est vrai que Christiane a parlé de la famille. C'est très important de bâtir un projet en tenant compte de sa famille. Mais c'est vrai que le risque, il est là. Il est toujours là. Et c'est vrai aussi qu'en fait, vous tenez compte uniquement du résultat. C'est ça qui importe. Donc voilà. Donc c'est vrai que chaque fois c'est la peur, mais les Anglo-Saxons ont une attitude beaucoup plus différente vis-à-vis de l'entrepreneuriat et de l'idée. On favorise, au contraire, il faut s'expérimenter, il faut vivre en fait. Si vous avez une idée, si vous l'utilisez pas, elle va moisir quelque part chez vous et vous allez avoir de l'amertume, vous allez avoir du ressentiment, vous allez avoir de la haine. Et ça, ce sont des passions tristes qu'il faut pas avoir. Il faut au contraire essayer de les transformer et de les partager pour justement faire devenir la joie, l'extase, hein, pourquoi pas. Mais c'est ça. Et l'enjeu, en fait, dans la vie, c'est aussi de partir de quelque chose pour en faire quelque chose de bien pour vous. D'abord pour vous, c'est un parcours personnel, en fait. Et je suis Ophélie Jorquera, je fais partie du Pépite et je voulais rajouter un truc aussi sur la peur. C'est que la peur, c'est bien parce que parfois ça nous donne un peu un moteur, ça peut nous pousser à être prudent et à vérifier des choses auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'avait pas un peu cette peur, mais il faut juste pas oublier qu'il faut pas qu'elle nous paralyse. Cette peur, il faut qu'on l'utilise à bon escient dans l'entrepreneuriat. Et pour illustrer, enfin, je vous l'ai fait la version française pour illustrer ce que disait Sylvestre, Thomas Edison, un journaliste l'interview, il lui dit comment vous sentez après avoir échoué 9999 fois. Et Thomas Edison regarde le journaliste, marque un temps d'arrêt, et lui fait « Non, j'ai simplement démontré comment il ne fallait pas s'y prendre 9999 fois. » Question ? Je vais poser ma question à Madame Wene ici. C'est pour vous, enfin, sachant que vous êtes une femme et une femme d'origine kanak, est-ce que ça a été dur de créer cette association? Merci pour la question. Alors, je ne suis pas jeune, mais effectivement, je suis kanak. La question est intéressante parce que je l'ai très très souvent entendue, et moi-même quand j'étais étudiante j'ai posé cette question. En fait, quand j'étais étudiante, il y avait très très peu d'entrepreneurs kanak, ou plutôt on ne les voyait pas. Et donc, quand on ne les voyait pas parce qu'ils ne sont pas, on va dire, dans des cercles économiques, et donc on ne voyait pas forcément cette catégorie d'entrepreneurs. Est-ce que c'est facile? Alors, ta question, c'était est-ce que c'est facile, c'est ça? Est-ce que tu peux répéter en fait la... J'ai pas entendu. C'était de savoir si c'était difficile de créer des associations, enfin d'avoir créé votre association de femmes d'entrepreneurs. Oh, alors j'ai on va dire deux réponses. Quand on dépose les statuts d'une association,
on peut la créer. Une association des chasseurs, association des femmes, association des apiculteurs, association des vers de Bancoul, comme vous voulez. Et les femmes chefs d'entreprise, pourquoi elles se sont regroupées en association? Parce qu'on a eu ce constat de ne pas être nombreuses, de ne pas être suffisamment représentées. Alors suffisamment représentées dans les organisations patronales, par exemple en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que c'est un petit territoire, le tissu économique est certes limité. Donc déjà, on pense que nous ne sommes pas beaucoup. Mais lorsqu'on a créé l'association, beaucoup de personnes, des femmes évidemment, des très très jeunes femmes en plus. Dans l'association, il y a des personnes très très jeunes. On a constitué donc cette association, je dirais, assez facilement parce que on avait toutes le même intérêt, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Et moi-même, puisque j'aime beaucoup cette dynamique de promouvoir aussi l'entrepreneuriat chez les femmes Kanak. J'ai répondu à ta question? Mais, une autre question? Bonjour, moi je voudrais poser ma question à Sylvestre parce que je sais qu'il aime bien parler en public. Merci. Je voulais savoir ce que l'entrepreneuriat t'a apporté dans ta vie personnelle. Qu'est-ce que ça a changé principalement et où tu en es maintenant et enfin par rapport à avant. Bah, merci pour la question. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Du coup, d'un point de vue au niveau des compétences, du coup, comme je l'ai dit plus tôt, moi dans l'entreprise, je m'occupe de la communication. Du coup, j'ai dû m'intéresser à tout ce qui est réseau. Du coup, voilà, je m'occupe un peu de tout ce qui est community manager. La communication aussi pour les flocages, pour la voiture, des trucs comme ça. Genre, je suis graphiste aussi un peu. J'ai dû me parfaire sur les sites Adobe, genre Photoshop. Enfin, aussi dans l'entrepreneuriat, genre vraiment comment s'assurer. Aussi pour le travail en soi, je suis plongeur niveau 2. Je peux et aussi avant ça, je faisais rien techniquement. Et du coup là, du coup je bug. Ce que ça m'a apporté, c'est que voilà, maintenant toutes les semaines, moi je suis content de me lever le matin et de me dire que j'ai des choses à faire, qu'il faut que j'aille faire ci, j'aille faire ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, comme j'ai dit, plutôt très stimulant et qui donne envie. Et enfin voilà. Je voulais parce que en fait j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, quand on est entrepreneur, il faut beaucoup chercher à se former soi-même, en fait, à chercher à se diversifier. Et en fait, non, voilà, je voulais juste mettre en je voulais juste mettre en avant le fait que en fait, t'es quelqu'un qui est parti de rien et qui a tout fait par lui-même et que c'est principalement ça l'entrepreneuriat, c'est chercher à se diversifier, chercher à apprendre et à devenir meilleur. Voilà. Bah oui, après c'est sûr. Mais après, c'est des domaines dans lesquels moi, de base, j'aimais bien ça. Genre dans la communication, genre je prends des photos, je fais des vidéos. De base, j'adore faire ça. Donc voilà, c'est plus des hobbies que des passions que j'ai ramenées et que j'ai transposées, que j'ai pu ramener pour l'entreprise et que j'ai pu transformer. Et donc voilà, en fait. De base, je fais quelque chose que j'aime bien faire. Donc il n'y a pas de raison que ce que je fais ne soit pas bien, en fait, entre guillemets. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta question. D'autres questions? Juste petite remarque, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On parlait d'idée originale. En fait, une idée, elle peut souvent venir d'une passion personnelle
ou en tout cas d'une conviction personnelle. Et même si ça n'en fait pas une idée originale, ça en fait une idée en tout cas qui deviendra certainement grande parce qu'elle nous porte, donc elle aboutira très certainement à un succès. Mais en tout cas, l'idée, même si elle n'est pas originale, qu'elle puisse venir d'une passion personnelle, hein, ça peut être autour d'un sport, autour d'une conviction familiale, que sais-je, mais en tout cas, ça peut être un bon point de départ pour l'idée, même si elle n'est pas originale. Est-ce qu'il y a un étudiant pépite qui veut partager sa passion? Je vois une passion là d'un seul coup là devant moi. Bonjour, j'aime pas du tout parler en public, merci Christiane. J'ai eu l'occasion de rencontrer Christiane parce qu'en fait je suis maquilleuse et j'ai fait une licence de biologie et j'étais en train de devenir prof et un jour on m'a offert l'opportunité de développer ma passion. Je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 1 an faire une formation. Et cette année, je suis inscrite à Pépite et je monte mon entreprise de maquillage, du coup, qui n'est pas une entreprise originale, mais qui est faite avec beaucoup de passion. Et j'espère y arriver, même si le Covid m'a un peu... voilà. Et donc voilà, je suis très passionnée par ce que je fais. Et c'est vrai que, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, en fait, quand on est passionné et qu'on a vraiment envie de réussir, moi, je me forme tous les jours à la communication, au marketing, alors que c'est des choses que je pensais pas du tout faire à la base, mais quand on monte son entreprise, on est obligé de se diversifier. Alors, c'est difficile parce que on est tout seul et au final, c'est compliqué. Je fais le maquillage, les photos, la post-production, le marketing derrière, et c'est vrai que c'est un peu lourd, mais c'est de plus en plus facile avec le temps et c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est vrai qu'être passionné, ça aide beaucoup quand on monte une entreprise. Lorsque vous êtes pépite, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez le tutorat. Vous avez des professionnels qui vous encadrent, si je peux dire. Vous avez des personnes qui vous accompagnent. Vous avez du conseil. Je l'ai vu l'année dernière. J'avais des pépites l'année dernière. Et ça peut parfois être un accompagnement, je dirais, sur mesure. Donc ça, c'est une grande chance que vous avez. Ensuite, lorsque vous avez fait un peu de chemin avec l'idée et que ça commence à prendre forme, le partenaire de Pépic, qui est la Chambre de commerce, a un espace qui est dédié pour les jeunes entrepreneurs avec des locaux, des moyens. Donc, vous avez beaucoup de ressources. Vous avez des personnes, vous avez du conseil, vous avez aussi des équipements qui sont destiné à nourrir votre projet, à grossir votre idée et puis vous accompagner justement dans les différentes étapes à partir du moment où on va plus vers le concret. Vous vous rappelez du tableau de Laurent tout à l'heure, lorsqu'on arrive à la zone verte? Quand vous arrivez à la zone verte, vous allez avoir des grands sourires, vous allez être très heureux, c'est sûr. Merci. D'autres questions? Bonjour, je m'appelle Yann Lucien, je suis le président de la CPME et je suis aussi chef d'entreprise. Alors, je commence toujours mes phrases en disant je vais être désagréable. Sachez que vous aurez des échecs. C'est obligatoire. Quelqu'un qui commence son apprentissage dans l'entrepreneuriat et qui se dit je vais arriver à la fin de ma vie sans échec, c'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas tout savoir. Moi, aujourd'hui, j'ai 56 ans. Ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise. J'ai eu des échecs. Et aujourd'hui, je ne sais pas tout. On ne peut pas tout savoir. Donc, partez pas avec la peur au ventre, ça ne sert à rien. Partez avec vos idées. Avancez dans vos idées. Donnez le maximum de ce que vous avez. Vous avez du temps, vous êtes jeune. La vie, c'est super long. Mais c'est super court aussi. Hier, j'avais 20 ans. Hier, je sortais du lycée technique avec mon bac en poche et je cherchais du travail. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je gagne bien ma vie, j'ai 4 employés. Je suis le président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. J'ai 1000 entrepreneurs qui sont
dans l'association, qui viennent demander des conseils, qui sont jeunes et moins jeunes. Et avec la crise, on se rend bien compte que être un chef d'entreprise, c'est de confronter à des problèmes. Donc, ne partez pas avec la boule au ventre dès que vous commencez à vouloir monter votre entreprise. Montez-la. Par contre, n'hésitez pas à venir faire appel à nous, aux chefs d'entreprise, les femmes pour l'association des femmes chefs d'entreprise, pour ceux qui veulent avoir des idées, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je connais aucun entrepreneur aujourd'hui qui va refuser de vous donner un conseil. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez en parler. Merci. Alors, si c'est possible de finir, oui, quelque chose? Ah, d'accord, ok. Je suis désolé, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue non plus, mais dans les questions que j'ai entendues, en fait, je ressens un truc, c'est vous prenez ça sur vous, tout seul. Et dans les questions, les angoisses là, que j'ai senties là, ce matin, c'est je suis tout seul, je me débrouille tout seul, j'apprends tout seul. Et ben non, restez pas comme ça, partagez. Alors je prends ton exemple, les photos, il y a plein de gens qualifiés en MMI, en première année, en deuxième année, qui pourraient peut-être t'aider pour prendre des photos. Alors oui, mais tu vois, mais même ça déjà, c'est d'apprendre à sous-traiter, apprendre à déléguer et ne pas passer trop de temps sur des choses et peut-être plus se focaliser sur le corps du business. Et alors après, t'adores Ford. C'est pas une critique personnelle, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut à un moment donné dire qu'est-ce qui vraiment m'intéresse, qu'est-ce qui est le corps de mon business, quelle est vraiment l'idée essentielle que j'ai là, et comment je peux en fait utiliser mes copains, comment je peux utiliser certaines choses autour de moi ou ma famille, etc. Et s'il faut, le travail aussi des fois, c'est de se prendre une bonne pizza avec un bon petit verre de Coca et de discuter et d'échanger et tout d'un coup de commencer à faire un photoshooting qui n'était pas décidé au départ. Mais le mythe de l'entrepreneur, je suis tout seul, je suis un génie, et c'est Einstein qui le disait, ça n'existe pas, quoi. Hein. Même Einstein, je reprends ce que disait aussi Joël, pardon, il était entouré de, vous l'avez vu sur la photo, hein, il y avait des experts en fait en physique nucléaire, Marie Curie derrière, il y avait l'expert de physique quantique derrière, et surtout ce qu'on ne montre pas sur cette photo-là parce que c'était le congrès de Solvay, c'est que les meilleurs copains de Einstein, c'était des philosophes, c'était des botanistes, c'était des biologistes, et ils ont tous contribué à la théorie de la relativité. Et ce que vous avez peut-être pas vu dans les petits chiffres que je vous ai mis, c'est Einstein l'a trouvé à 47 ans. Et il a mis, en fait, il a vécu 20 ans plus tard. Enfin, il est mort 20 ans plus tard, après avoir découvert la théorie de la relativité. Mais avant la théorie de la relativité, il a inventé plein de trucs, dont un réfrigérateur. Vous le saviez, ça? Voilà. Donc, ne prenez pas tout sur vous. Voilà. Enfin, bon, voilà. C'est vrai que ce que disait justement mon collègue de la CPME, quand vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez pas être tout seul de toute façon. Vous faites partie de réseaux. Dans votre commune, dans votre province, dans votre île, vous fonctionnez en réseau avec la clientèle, avec le concurrent. C'est un réseau. On n'est pas nombreux. Déjà, hein, la Calédonie, c'est petit, on n'est pas nombreux, donc le réseau, c'est justement pour qu'on soit efficace. On parlait tout à l'heure des problèmes, des solutions. Quand on est nombreux, c'est pour ça que les femmes chefs d'entreprise se sont regroupées dans cette association. C'est pour être efficace, pour aller ensemble vers des difficultés. Chacune partage ce qu'elle traverse et nous allons nous entraider. Donc, cette forme de solidarité chez les entrepreneurs, vous allez le découvrir. C'est quelque chose de très positif aussi dans les associations d'entrepreneurs. Merci beaucoup, très enrichissant. Alors pour terminer cette table ronde, est-ce que vous aurez un petit mot de fin pour booster? Alors on a fait beaucoup de citations, c'est vrai, mais est-ce qu'on pourrait donner un conseil, un mot pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Je crois qu'il faut croire en vous. Voilà, vous avez des capacités, vous avez des qualités. Il faut que vous. D'abord, il faut que, parce qu'en fait, c'est une entreprise de vie en fait, et donc il faut croire en vous.
Il faut croire en ce que vous avez de plus précieux, ce que disait votre passion, vivre de votre passion, si c'est possible. Et puis si c'est un plaisir, tous les jours, vous n'irez pas au travail, mais vous irez partager le plaisir avec d'autres. Je dirais que quand on est pépite, c'est un gros job parce que vous êtes étudiant, vous avez vos partiels et puis vous êtes pépite en même temps. Donc vous êtes en train de couver votre projet. Vous devez faire passer beaucoup de choses dans votre tête et certainement votre semaine est très chargée. J'aimerais vous encourager beaucoup parce qu'il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner Pépite. Il y a des choix. Certainement, dans l'année, vous allez devoir faire des choix. Vous allez vous dire « Ah non, Christiane, tu sais, je vais arrêter Pépite. » Non, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, vous allez être très, très heureux. Je dois abandonner parce que j'ai les partiels. Je dois abandonner parce que j'ai trouvé un stage, parce que ceci. Non, j'espère que vous allez continuer. En tout cas, je vous encourage beaucoup. N'abandonnez pas. Les pépites, c'est une grande chance pour vous. Vous êtes nombreux aujourd'hui et je trouve ça fabuleux que cette plateforme Pépite, justement, grossisse. Et on est avec vous, toujours. Lâchez rien. Et la vie d'un entrepreneur, c'est que des problèmes. Mais c'est cool de les résoudre en vrai. Ça, c'est... Et voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va faire une présentation des étudiants Pépites. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont présents ici. Donc, nous sommes 16 étudiants, s'ils veulent bien me rejoindre devant. Donc, Pépite, cette année, c'est 16 étudiants pour 12 projets. Donc, certains sont plusieurs sur les projets, comme moi-même. Est-ce que tu veux dire un mot? Tu veux dire un mot? Non. Donc voilà, est-ce que parmi vous, quelqu'un veut présenter son projet pour aussi voir un peu de quoi ça représente, quel projet on peut avoir à Pépite? Théo? Ophélie? Peut-être un mot? Non, je ne sais pas. Oui. Quelqu'un veut présenter son projet? Okay. Bonjour, moi je m'appelle Maëlig et tout à l'heure on parlait de passion dans nos projets et c'est un petit peu mon cas. Moi, je suis passionné de vidéo depuis que je suis tout petit. Et en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours filmé tout ce que je faisais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec cette passion. Donc, j'ai commencé à filmer un petit peu dehors. J'ai commencé à contacter des gens un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment des investisseurs. Et donc, j'ai eu quelques projets et ça m'a conforté dans cette idée d'intégrer Pépite. Parce qu'en fait... moi j'ai les notions en vidéo, en photo, mais tout ce qui est administratif, je connais pas du tout. Tout ce qui est créer une entreprise, toutes les formalités, les papiers, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et c'est ce que je pense que Pépite peut m'apporter. Et donc maintenant je suis très heureux de continuer ce projet et puis faut rien lâcher et puis si on est passionné, on va aller jusqu'au bout et on verra où ça nous mène. Merci beaucoup. Alors nous arrivons à la fin de ce café sans filtre et donc nous vous invitons, donc c'est le premier mais ce ne sera pas le dernier café sans filtre et nous vous invitons, oui c'est vrai, si d'autres? Non? Très bien. Ouais, un petit tour de micro. Bon bref. Fallait que ça tombe sur moi. Donc je suis Ophélie et j'ai pour projet d'ouvrir un café avec une bibliothèque sur le thème de l'imaginaire et une bibliothèque partagée aussi et proposer aussi des jeux en libre service. Donc le Pépite en fait je suis dedans depuis l'année dernière en fait. J'ai rempilé une deuxième année. Et ça m'a beaucoup. Le Pépite m'apporte beaucoup en fait, que ce soit au niveau des
on va dire, des formations, enfin des compétences que j'acquiers de l'entrepreneur dont on a besoin, par exemple des bases en comptabilité ou ce genre de choses qui sont jamais très plaisants, mais bon, il faut les faire et il faut savoir les faire. Et puis, j'ai envie de dire quoi d'autre, je sais plus. Ça y est, j'ai bugué. Merci. Quelqu'un d'autre? Rebonjour. Pour ma part, j'ai commencé un peu. Déjà, moi, c'est Théo. J'ai commencé à en fait créer une entreprise, on va dire. C'était d'abord pour avoir une base et essayer de faire quelque chose, on va dire, pour essayer de développer quelque chose personnellement, pour avoir d'autres compétences. Et ça, en fait, c'est une entreprise un peu d'escape game, on va dire, qui sera un peu remanigancée avec différentes manière de résoudre des problèmes avec des univers différents, avec beaucoup de choses à mettre en place. Et en fait, créer une entreprise, c'est ce qu'on a fait déjà en DUT. Et du coup, en LPK, nous, on développe un peu tout le côté d'une entreprise avec le côté marketing, le côté communication, le côté du coup audiovisuel, qui est plutôt mon domaine, le côté créatif, où j'innove plus, je suis plus le côté créatif dans la classe. Donc voilà, ça me permet aussi notamment du coup de développer des idées, de chercher d'autres choses à mettre en place qui pourraient du coup intéresser les gens. Et en fait, cette entreprise un peu de divertissement, c'est un besoin que je trouve qu'il y avait besoin en Nouvelle-Calédonie. Comme le soir, Nouméa, c'est très fermé, on va dire. Il y a quelques, on va dire, loisirs à faire du type laser game, bowling, des choses comme ça, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de choses, alors que Nouméa, c'est un peu la base de la Nouvelle-Calédonie, enfin, où le centre, on va dire, où tout le monde se réunit. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de choses, donc voilà, c'était une idée un peu pour agrandir le côté loisir dans Nouvelle-Calédonie. Et du coup, voilà, je me suis un peu lancé, on va dire, à l'aveugle au début, en suivant du coup mes deux collègues Swan et Fleur, qui du coup m'ont un peu conseillé, ils m'ont rassuré un peu sur certaines choses. Et il y a juste quelques cours à suivre et du coup là ça m'apporte beaucoup de choses avec les profs qui viennent du coup nous apprendre avec des cours qu'on a eu sur Discord, c'était assez drôle. Voilà, du coup j'ai pas mal appris des choses, même si on n'a pas de vacances, on va dire, en alternance, et avec les cours en plus qui se rajoutent, mais franchement c'est des cours qui nous apportent énormément de choses. Et voilà, du coup c'est que bénéfique pour moi, même si c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, je sais que ça m'apportera énormément de choses à la fin. Bonjour à tous. Moi je suis Lucas, je suis en équipe avec Yonuts. Il n'est pas là aujourd'hui malheureusement. On revient donc pour une deuxième année, une deuxième édition de Pépite avec notre entreprise Remplamed, qui est spécialisée dans la gestion des remplacements des professionnels de santé en Nouvelle-Calédonie pour l'instant, et les îles Loyauté, enfin la Nouvelle-Calédonie, les îles Loyauté, le Nord, tout le territoire. Nous, on a pour objectif, donc, comme je disais, de faciliter les démarches de remplacement, mais aussi d'essayer de combler ces démarches, les déserts médicaux dans le Nord, dans les îles, parce qu'il y en a beaucoup, et faire venir différents professionnels de santé. Voilà. Merci. Fleur, oui. Bonjour, je m'appelle Fleur, donc je suis en équipe avec Sohan qui a déjà un petit peu présenté notre projet tout à l'heure. Donc nous, on a une entreprise qui s'appelle CocoFou, on est à Pépite depuis 1 an et on crée des jeux sur mesure pour nos clients. Donc c'est pour faciliter la vie des entreprises, en fait les aider à atteindre leurs objectifs ou à résoudre leurs soucis. Donc par exemple, ça peut être aussi bien un escape game pour recruter, comme un jeu marketing pour ramener des clients dans un magasin. Donc ça dépend des clients qu'on rencontre et de leurs besoins. Donc on a créé la société en novembre, et là on a déjà eu quelques clients, donc ça a l'air plutôt bien parti. Merci. Voilà, donc voilà les étudiants. Peut-être un dernier, un petit mot. Très bien. Donc maintenant je vous invite au petit déjeuner qui se déroule juste à côté sur le deck. Merci.